Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, le rendez-vous politique de Télé Grenoble. Tête à tête chaque semaine avec un élu du territoire dont les décisions peuvent directement impacter notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Barbier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes le président du département de l'Isère depuis 2015, si ma mémoire est bonne. Vous avez également été député, maire également de Penol, petit village Oui. du Nord-Isère, du côté de la côte Saint-André, il y a quelques années. Meilleurs vœux, Jean-Pierre Barbier, cette saison. Tous mes voeux également pour cette année 2023. La santé d'abord, et puis après, le reste, on va s'en occuper. Encore le temps, et l'année va être longue. Je pense que ce n'est pas la dernière fois que vous allez souhaiter une bonne année. C'est un peu le passage obligé pour les élus et les collectivités. Alors, en janvier. Oui, c'est un passage obligé, mais très agréable, parce que après 3 années de Covid, on renoue avec cette tradition des vœux. On rencontre les gens, on les voit, on discute. On peut se faire une idée de ce que les gens pensent, et les échanges sont toujours fructueux. Enfin, pour moi, cette année 2023 qui commence, c'est sous de bons auspices, parce qu'on rencontre les gens, on discute, et je m'aperçois qu'au final, la politique du département semble plutôt bien perçue. Alors, votre cérémonie à vous, ce sera le 26 janvier, enfin, la cérémonie du département. Voilà, cérémonie pour le département, ce sera le 26 janvier dans un bâtiment emblématique, celui des archives départementales de l'Isère. C'est un bâtiment magnifique. Comme ça, on fait un peu d'une pierre deux coups. Les gens pourront venir aux vœux du président du département, et découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce magnifique bâtiment des archives. Qui est situé à Saint-Martin-d'Air. Les autres années, vous faisiez ça en duo avec le préfet? Oui, alors les autres années, on faisait ça en duo avec le préfet, et on avait pris la décision avant le Covid. En fait, on avait pris la décision avec le préfet, mais précédent, de séparer nos vœux pour faire une partie protocolaire État, comme c'est fait chaque année, et puis une partie plus collectivité, département. C'est une habitude qui avait été prise ici, en Isère. Je ne l'avais pas remise en cause, personne ne l'avait remise en cause. Et puis là, d'un commun accord avec la préfecture, on a décidé de reprendre chacun nos libertés. Alors, le début d'année, c'est aussi la mise en place des budgets pour les collectivités. Certaines le votent un peu plus tard. Vous avez anticipé, puisque ça a été voté au mois de décembre. Comment se portent les finances du département? Écoutez, les finances du département se portent bien. Et comme chaque année, effectivement, nous votons le budget début décembre, ou mi-décembre au pire, parce que nous souhaitons être tout de suite opérationnels dès le 1er janvier 2023. Il y a des décisions qui ne peuvent pas attendre. Le budget du département, c'est 1,6 milliard. Aujourd'hui, on a un budget qui est contraint, comme toutes les autres collectivités, bien évidemment par les hausses des charges des fluides, de l'énergie. On a un budget aussi qui est contraint parce que le département perd de l'autonomie fiscale encore. Nous sommes quasiment maintenant uniquement alimenté par des dotations de l'État. Mais malgré tout ça, malgré aussi les hausses qui nous ont été imposées et dont je ne conteste pas la légitimité, si vous voulez, la hausse du point d'indice pour les fonctionnaires, l'avenant 43 pour les aides à domicile, la prime de feu pour les sapeurs-pompiers, tout ça, la hausse pour les allocataires du RSA, tout ceci est très certainement justifié. Simplement, le gouvernement l'a décidé de manière unilatérale, et nous l'a fait supporter sur un budget en une seule fois, sans aucune concertation avec nous. Donc malgré ce budget contraint et difficile, eh bien, nous avons maintenu un budget d'investissement important, de l'ordre de 400 millions d'euros pour l'année 2023. C'est énorme, c'est la deuxième année consécutive sur laquelle nous avons un budget de cette taille. Et surtout, ce que j'allais dire, on a maintenu notre volonté d'être auprès des plus fragiles, avec plus de 684 millions qui sont concernés, qui sont attribués. Personnes âgées, personnes handicapées, protection de l'enfance et allocataires du RSA. Donc, si vous voulez, c'est un budget qui reste solidaire. C'est un budget qui est un budget d'investissement. Tout ça, on a pu le faire pour plusieurs raisons. Les deux principales, j'allais dire, c'est qu'on a été capable de faire des économies sur notre fonctionnement. 130 millions d'euros par an dès le premier mandat. Ça nous a permis d'avoir une vraie capacité financière. On a un endettement qui est très faible. Et puis, sur la crise énergétique, on a, si vous voulez, anticipé les choses. Mais depuis 2015-2016, le département, c'est plus d'1 million
de mètres carrés à chauffer avec les collèges, avec nos maisons du département, avec nos bâtiments. Et depuis 2015, on isole, on rénove, ce qui fait qu'on a fait baisser notre facture énergétique. On a des contrats aussi signés jusqu'en 2024. Tout ceci est atténué et tout ceci permet de nous dire que le budget 2023 est un bon budget pour le département, voire un très bon budget. Alors vous évoquez l'inflation qui touche tout le monde. Vous aviez lancé l'an dernier, sur le budget précédent, la cantine à 2 € pour tous les collégiens isérois. Est-ce que vous allez réussir à maintenir cet objectif ? Alors si vous voulez, on l'a maintenu cette année. Parce que ça nous a paru comme essentiel, parce qu'on a conscience que l'inflation qui touche l'énergie touche aussi ce qu'on appelle communément le panier de la ménagère, hein, ou le caddie de la ménagère. Maintenant, c'est peut-être plus adapté. Et ces augmentations, cette inflation touche tous les ménages et de manière très violente. Alors bien sûr, il y a... Moi, je pense aux petites retraites, je pense aux personnes qui sont en difficulté. Et puis, il y a aussi toutes les familles avec des enfants. Donc, ce n'était vraiment pas le moment d'augmenter le prix de la cantine dans nos collèges. Donc, on l'a laissé, bien évidemment, cette année à 2 €. C'est un effort supplémentaire pour le département, mais c'est aussi un coup de pouce donné au pouvoir d'achat des ménages. Dans le cadre de nos compétences, puisqu'on a la compétence des collégiens, et pour les collégiens, on a aussi mis en œuvre cette année la carte Tatou, qui est gratuite pour tous les collégiens et qui leur permet d'accéder à une somme de 60 € pour s'inscrire dans des clubs de sport ou pour s'inscrire dans des associations culturelles, ce qui permet d'une faire aussi, là aussi d'une pierre deux coups, d'apporter une aide au pouvoir d'achat des parents et puis d'encourager aussi les associations qui sont dans des situations parfois un peu difficiles après la crise Covid. Alors sur ces 400 millions d'euros d'investissement, il y a une part non négligeable, je crois un peu plus de 10%, qui est fléchée vers le développement de la fibre. Alors c'est un chantier qui a démarré il y a plusieurs années en Isère, qui est encore pas terminé. C'est important pour vous qu'il y ait une couverture complète du territoire avec cet outil ? Si vous voulez, c'est essentiel. Et ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut que tout le monde comprenne bien, c'est qu'au-delà des zones comme la métropole, par exemple, où c'est complètement, où le développement de la fibre se fait uniquement par le privé, s'il n'y avait pas eu l'initiative publique du département, de la région, de l'État et des intercommunalités, eh bien la fibre ne serait nulle part dans le département. Donc c'est un chantier qui est énorme, c'est plus de 700 millions d'euros sur l'ensemble du département. C'est un chantier qui est complexe, qui est compliqué, et qui se déroule, j'allais dire, un peu partout en France. Donc ce qui crée des difficultés de main-d'œuvre. On a notre délégataire, qui aujourd'hui est SFR, rencontre des difficultés pour trouver de la main-d'œuvre, rencontre aussi des difficultés avec les fournitures en fibre. Mais malgré tout cela, et malgré le retard qui a été pris, on a pris du retard sur la première année, sur la mise en œuvre des 100 000 premières prises, eh bien aujourd'hui on est à plus de 200, on est presque à 250 000 prises. Ça veut dire que si nous continuons comme ça, en 2025, comme nous l'avions annoncé, eh bien, l'ensemble du département sera couvert par la fibre. Et les gens ont accès au très haut débit. Et c'est essentiel parce qu'on voit le développement du télétravail. Les entreprises en ont de plus en plus besoin. Donc, oui, c'est un chantier essentiel. Et d'ailleurs, sur ce budget particulier de 2023, le budget de la fibre a augmenté de 26%. Ça veut bien dire qu'on arrive dans une phase de réalisation plus importante. Donc, j'ai bon espoir de tenir nos engagements. Il y a un autre chantier important qui a démarré, que notamment les Grenoblois peuvent constater chaque jour, c'est la réhabilitation de l'ancien palais du Parlement, qui est un endroit où la justice s'est tenue pendant de nombreuses décennies. Les travaux ont démarré. Qu'est-ce qui va devenir ce lieu emblématique de la ville de Grenoble ? C'est un lieu emblématique, c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu de justice. Le palais des Dauphins, le palais du Parlement, c'est quelque chose qui me tenait à cœur pour faire en sorte que l'ensemble des Isérois puissent à nouveau accéder à ce bâtiment et le visiter. Donc il y a eu une première phase, puisque je rappelle, c'est un projet qui est public-privé. La première phase, c'est le privé qui va bientôt s'achever, avec la création de logements sur les étages supérieurs. Ces logements étant terminés, nous allons pouvoir, nous, engager notre chantier, qui est celui de la réhabilitation et de l'ouverture au public des salles patrimoniales, parce qu'il y a des choses magnifiques dans ce bâtiment. Et
à échéance le transfert du musée de la Résistance dans le palais du Parlement. Donc on aura au cœur de la ville de Grenoble, au cœur du département de l'Isère, à nouveau ce bâtiment magnifique, dont les façades ont été entièrement rénovées, qui sera accessible au public. Et ça, c'est aussi notre volonté pour la culture et pour le patrimoine. Le patrimoine en Isère, nous avons un patrimoine qui est riche et le département a lancé un deuxième plan patrimoine. Après le premier de 10 millions, on refait à nouveau 10 millions d'euros d'aide au patrimoine public et privé parce qu'on n'a pas le droit de laisser s'écrouler, ce qui fait la beauté de nos paysages et la richesse de notre département. Bon, on ne rasera pas les églises ni les vieux bâtiments en Isère, en tout cas. Alors, si vous venez sur le sujet des églises, c'est un sujet. C'était dans l'actualité de la semaine. Oui, mais vous avez raison. Mais vous avez raison. C'est un sujet qui est très important. Et d'ailleurs, le département n'y est pas insensible. On recherche les moyens d'intervenir pour effectivement auprès des communes qui souhaitent sauvegarder leurs églises, parce que ce sont des édifices, on nous dit, ils sont plus fréquentés. Peut-être bien. En tout cas, c'est toujours des lieux consacrés. Et ce que je me dis, moi, c'est que si on laisse aller les choses, peut-être que dans 20 ou 30 ans, d'avoir une église en ruine dans chacun de nos villages, ce n'est pas l'image que je voudrais donner de mon département. Donc on essaye d'accompagner les maires pour faire en sorte que, j'allais dire, le toit et les murs restent en état pour préserver les bâtiments. Et puis, ma foi, avec le temps, eh bien, il faudra se poser la question. Mais c'est une vraie question, parce qu'on a à minima une église par village. Et donc, c'est un vrai patrimoine qu'il faut aussi envisager de protéger. Bon, je faisais allusion à une interview de Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre de la Culture, il y a quelques jours, qui estimait qu'il y avait trop d'églises en France et donc qui sous-entendait qu'il fallait réduire ce nombre. Bon, voilà, vous lui avez répondu en tout cas par rapport à votre stratégie en Isère. Pour revenir sur le palais du Parlement, vous risquez déjà de donner une date d'ouverture ou c'est encore un... Écoutez, le palais du Parlement, c'est comme tous ces chantiers, c'est des chantiers qui sont très, très, très complexes. Pourquoi ? Parce qu'on mêle de l'habitat avec des lieux qui vont accueillir du public, parce qu'on intervient sur des peintures, sur des choses, sur des boiseries dont il va falloir prendre extrêmement de précautions. Ouais. Et on ne sait jamais ce qu'on peut découvrir. Moi, j'ai l'exemple du musée Champollion à Vif, où effectivement, on a eu des retards de chantier, parce que quand vous enlevez une boiserie et que derrière, vous découvrez une peinture, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette peinture. Est-ce qu'on la laisse exposer, pas exposer? Donc, quand on travaille dans un lieu patrimonial comme celui-là, on ne peut pas mettre trop de délais. Je crois qu'il faut aussi... bâtiment qui nous a été légué depuis des siècles, qui est là pour des siècles encore. Il faut avoir l'humilité de se dire, ma foi, si on perd 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est pas si grave que ça. L'important, c'est le bâtiment et c'est le patrimoine que l'on sauvegarde. Parmi les opérations que vous allez financer avec ce budget 2023, il y a un arbre, un habitant. Alors, on a plus d'1 million d'habitants en Isère, 1,2 million si... ma mémoire est bonne. Ça fait beaucoup d'arbres à planter. Ça fait énormément d'arbres à planter. C'est un projet qui est ambitieux. Alors bien évidemment, on ne va pas planter les arbres n'importe comment, ni n'importe où, surtout si on veut tenir l'objectif d'1,2 million d'arbres sur le département. Vous savez qu'on a coutume de dire au département, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Donc on est toujours dans cette même ligne. Alors les arbres, il faut en planter, puisqu'on nous dit que le réchauffement climatique est inéluctable et que malheureusement nous y allons tout droit. Donc il faut créer des îlots de fraîcheur. Donc on va le faire en lien avec les communes qui le souhaitent. On va les accompagner. On va le faire au sein de nos collèges pour végétaliser les cours. On va le faire, si les communes le souhaitent, au sein des écoles. Et puis aussi, on va travailler la forêt, puisqu'on s'aperçoit que la forêt souffre, puisque avec le réchauffement climatique, il faut aussi qu'elle s'adapte. Donc travailler sur les espèces avec les forestiers, avec les professionnels, pour voir sur la replantation de forêt, quelle espèce il faut mettre et comment préparer en fait la forêt de demain, la forêt de 2050 et au-delà.
Bon. Un projet aussi au long terme. J'ai vu que le nombre de bénéficiaires du RSA avait baissé de façon assez sensible en Isère, je crois de 26 000 à 21 000. Oui. Alors c'est une bonne nouvelle, j'imagine, Bien sûr. Pour ces gens qui étaient dans la précarité et qui en sortent. C'est une bonne nouvelle aussi pour vos finances. Vous parliez d'économie, ça fait moins de budget à consacrer à ce type d'aide? Alors, ce ne sont pas des économies, si je peux me permettre, parce qu'économie, on a l'impression qu'on fait de l'économie sur les allocataires du RSA. Pas du tout. En fait, si vous voulez, les allocataires du RSA, effectivement, on est très heureux parce que je vais pondérer ma joie. On est très heureux parce que le niveau d'allocataires du RSA est celui que nous avions en 2013. Donc c'est un niveau qui est très faible. Par contre, on ne peut pas se satisfaire non plus d'avoir 21 000 allocataires du RSA. Si nous en sommes là, et on a eu un pic juste après la crise Covid, j'avais fait le pari que c'était un pic ponctuel et qu'une fois que les choses repartiraient, nous allions réussir à retrouver du travail pour ces allocataires, et le pari est gagné. Et tout ça, c'est les fruits d'une politique que nous avons menée, une politique d'accompagnement vers l'emploi, de penser que chaque allocataire du RSA a des qualités, que chaque allocataire du RSA peut retrouver du travail, et c'est ce que nous faisons depuis 2015, et ça fonctionne. Alors bien sûr, ça fonctionne aussi parce que le département est un département qui économiquement va bien. On a un taux de chômage qui est très faible, on est à 5 ou 6%. J'ai coutume de dire encore 2 ou 3%, et puis on ne sera pas loin du plein emploi. Donc, si vous voulez, tout ça joue à notre faveur, mais franchement, on est dans l'accompagnement de ces personnes, on y croit, ça fonctionne. Et ce n'est pas des économies que nous avons fait, c'est simplement d'adapter le dispositif au nombre d'allocataires. Donc, le nombre d'allocataires baisse, eh bien, on diminue le dispositif. Et d'ailleurs, juste avant la crise, on avait augmenté les budgets, on avait anticipé la crise, on avait augmenté nos budgets pour les allocataires du RSA. Et puis, Dieu merci, la courbe a rebaissé. Donc, voilà, c'est de l'anticipation, c'est simplement de la gestion saine des finances du département. Alors, parmi les pôles d'investissement importants pour un département, il y a tout le volet des déplacements. Ça fait partie des compétences de votre collectivité, notamment la gestion des routes. Il y a un dossier qui a marqué l'année 2022, c'est le pont de Brignoux dans le Grésivaudan, qui avait été incendié en avril 2022, un incendie volontaire dont on n'a d'ailleurs toujours pas retrouvé les auteurs. C'est un axe stratégique dans la vallée du Grésivaudan qui voyait passer plus de 25 véhicules par jour. Ça a été plusieurs mois de travaux. 25 000, 25 000, j'ai dit quoi? 25. Ah oui, 25, oui, bon. 25, c'est quand il était fermé. Oui, voilà, c'est ça. 25 000 véhicules par jour, effectivement, vous avez bien fait de corriger. Le pont a été réouvert à la circulation en décembre, après plusieurs mois de travaux. C'était une priorité du département d'essayer de prendre ce dossier au plus vite. Oui, c'était vraiment une priorité. J'allais dire, on peut être rassuré puisque les prochaines élections départementales, c'est en 2028. Donc d'ici 2028, on n'aura pas de catastrophe parce que malheureusement, en 2015, on a eu le Chambon, qui était une vraie catastrophe sur la route qui menait aux Hautes-Alpes. 2022, on a le pont de Brignoux, qui, il faut le rappeler, est dû à un incendie volontaire et criminel qui nous a énormément handicapés, qui nous a obligés à faire un certain nombre d'analyses et de diagnostics qui ont pris du temps, mais on ne pouvait pas aller plus vite. On a été au plus vite. Ce diagnostic et ces analyses ont permis de valider ce que nous avions imaginé et qui est unique aussi en France, ça ne s'est jamais fait, c'est poser une structure métallique sur le pont existant. Il a fallu qu'on sécurise tout ça. Bien sûr, il n'était pas question de faire n'importe quoi. On a anticipé les résultats en étant optimiste, en se disant oui, ça va marcher, on va pouvoir le faire. Ça nous a permis de faire un appel d'offres parce que nous sommes collectivité et que nous ne pouvons pas traiter en direct avec les entreprises. Donc il y a eu un appel d'offres, il y a eu un certain nombre d'autorisations qui ont été demandées. Et puis, dès le mois de septembre, on a pu mettre le chantier en route et on a eu la chance que tout se déroule bien. On a eu la chance d'avoir des entreprises remarquables qui ont fait un travail formidable et aussi des services du département qui ont répondu présent. Mais j'allais dire, comme à chaque fois qu'on a un problème routier, les services du département sont là et on a pu réouvrir. Vous l'avez dit, c'est 27 000 véhicules par jour qui passent sur ce pont.
3,5% à peu près de poids lourds. Là, par contre, pour les poids lourds, ils ne peuvent pas passer pour des raisons de sécurité, pour des raisons de sécurité du platelage que nous avons mis en place, aussi pour des questions de freinage. La vitesse est limitée à 30 km/h. La chaussée est plus étroite parce qu'on a voulu laisser passer, évidemment, les piétons et les vélos de part et d'autre du pont, même si les conditions ne sont pas optimum. Donc, si vous voulez, là, on est sur quelque chose de provisoire et le département envisage déjà la suite avec la construction d'un nouveau pont. Donc, ça veut dire qu'on rasera, entre guillemets, le vieux pont et il y aura un projet. Voilà, les études sont d'ores et déjà lancées. Et là aussi, parfois, c'est un peu compliqué d'expliquer ça au grand public en disant bon, alors le prochain pont, il est là quand et il sera là. Question, mais... il sera, écoutez, je l'anticipe pour dire le pont sera là en 2026 si tout va bien. Pourquoi si tout va bien? Parce que nous avons des études environnementales, il y en a à peu près pour 2 ans. Une fois que nous aurons fait les études environnementales, il y aura une concertation, il y aura, tout ça va... C'est la procédure que nous sommes obligés de suivre. Et ensuite, la construction du pont, ce n'est pas un problème, parce que le département sait construire un pont en 6 mois, 1 an. Mais il y a toutes les procédures administratives que nous sommes contraints et obligés de suivre. Donc 2026... Si tout se passe bien, on aura un pont tout neuf avec des voies pour les véhicules, bien sûr, et puis aussi pour les vélos, pour les transports en mode doux de chaque côté. Et l'ancien pont devrait être détruit. Voilà. On ne sait pas encore parce que rien n'est figé, rien n'est déterminé, puisqu'il y aura en plus la concertation qui viendra se dérouler dans les années à venir. Donc, tout est ouvert, mais on a déjà bien avancé sur le sujet, oui. Bon, donc encore quelques années, notamment pour les transports en commun qui sont bloqués par ce pont, avec un lycée d'un côté. Transports en commun, mais il faut dire aussi que moi j'ai une pensée pour tous les usagers qui pendant 6 mois, là, enfin 4-5 mois, ont eu une galère pas possible. Les commerçants aussi qui ont beaucoup souffert parce que... Avec les flux ne se faisaient plus. Les flux ne se faisaient plus. Franchement, bon, mais les premiers responsables de tout ça, qu'on n'a encore pas trouvé ni attrapé, c'est ceux qui ont mis le feu au pont. Alors, puisqu'on parle de déplacement, il y a un autre dossier dont on parle beaucoup, souvent d'ailleurs dans cette émission, et dont on va encore parler sûrement encore plus dans les mois qui viennent, c'est la ZFE, la zone à faible émission. D'ici le mois de juillet, les voitures les plus polluantes... J'ai cru que c'était zone à forte exclusion. Après, certains peuvent l'interpréter comme ça. En tout cas, le terme officiel, c'est zone à faible émission, avec petit à petit l'interdiction de circuler pour les véhicules les plus polluants dans l'agglomération grenobloise, en tout cas dans 13 communes de l'agglomération grenobloise. Ça ne va pas être une mince affaire, cette histoire qui démarre normalement en juillet 2022. Je dis normalement parce que certains élus, certains responsables demandent un report de cette application, dont vous, Jean-Pierre Barbier, vous êtes positionné sur le sujet avant le mois de décembre. Je me permets de vous reprendre, ce n'est pas juillet 2022, mais c'est juillet 2023. Encore une erreur. Oui, moi je suis encore... Vous êtes encore en 2022, mais je comprends. Ceci dit, elle devait se mettre en place en 2022, elle avait déjà été reportée. Déjà reportée en 2023, vous avez tout à fait raison. Pourquoi on a demandé un report? Tout simplement parce qu'on a cherché à voir quelles étaient les dérogations que l'on pouvait mettre en œuvre pour 5000 véhicules, puisque selon les calculs de la métropole, pour juillet 2023, les critères 5, c'est 5000 véhicules. On a cherché toutes les dérogations à voir. On ne va pas monter des usines à gaz quand on parle de développement durable et de réchauffement climatique. Ce serait un non-sens. On a regardé quelles étaient aujourd'hui les capacités d'offrir à ceux qui ne pourraient plus utiliser leur véhicule, quelles étaient les capacités en transport en commun, en parking relais, en bornes de recharge électrique. On s'aperçoit qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et d'imposer ça dès 2023 aux gens qui sont en critère 5, eh bien, c'est condamner des gens à la double peine, parce que c'est des gens qui habitent souvent à l'extérieur de l'agglomération. C'est des gens qui ont des très faibles revenus, parce que pour avoir un véhicule critère 5, c'est des véhicules qui sont très anciens, diesel, plus de 20 ans. Ça veut dire que c'est des gens qui sont vraiment avec des revenus très faibles et qu'il n'y a pas de solution. Alors on me dit, mais il faut les aider il faut aider ces personnes financièrement à acheter des véhicules. Mais aujourd'hui, le moindre véhicule électrique, c'est 30 000 €.
on aura beau apporter des aides de 5 000, de 3 000 euros, mais c'est pas ça. Moi, je rencontre les gens et qui me disent, mais non, mais moi, j'ai pas besoin qu'on m'aide pour acheter un véhicule. Je ne peux pas acheter une nouvelle voiture. Je ne peux pas. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et moi, je suis parfois, tout à l'heure, je dis en préambule avec humour, zone à forte exclusion, mais c'est vraiment vers quoi on va. Et je ne comprends pas que politiquement, on n'arrive pas à poser les choses, à se dire 5000 véhicules sur les centaines de milliers qui rentrent dans la métropole tous les jours. Avec 5000 véhicules par jour, on ne va rien régler pour ce qui concerne la pollution de l'air. On ne va rien régler. On va simplement condamner des gens à ne pas pouvoir se déplacer. Oui, mais c'est une première étape. Le critère 4, c'est prévu pour janvier 2024. Oui. Donc là, il y a plus de 20 000 véhicules qui vont venir s'ajouter aussi, qui n'auront plus le droit de circuler. Et à terme, c'est plus de 100 000 véhicules qui sont concernés par cette loi. Mais on aura la même... Enfin, moi, j'aurais la même position. Si on ne fait rien, il faut absolument mettre des choses en œuvre dans le cadre de nos compétences. Moi, le département, parce que je trouve que c'est une mauvaise idée et que ça ne servira à rien, on ne subventionnera pas les véhicules. C'est ce que j'allais vous demander. Bon. Voilà. On ne les subventionnera pas parce que c'est une mauvaise idée pour les raisons que je viens de vous exposer, c'est que les gens n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule. Donc ça ne sert à rien de proposer de l'argent pour faire un affichage qui ne réglera rien du tout. Il y a la métropole, je crois, de Nantes qui a fait ce type de proposition, un budget de 500 000 euros pour une aide de 3 ou 4 000 euros, ça fait 125 véhicules. Qu'est-ce que vous réglez avec 125 véhicules? Rien du tout. Donc ça, ce ne sera pas la politique du département. Par contre, pour ce qui nous concerne et dans le cadre de nos compétences, je l'ai dit au président Ferrari et au président du SMAG, je lui dirai, il faut absolument qu'on développe les transports en commun. S'il faut construire des parkings relais, mais des vrais parkings relais avec des places de manière importante, avec des parkings qui ne soient pas trop onéreux, parce que les gens ne pourront pas les payer non plus, et qui puissent permettre aux gens de rentrer dans le cœur de la métropole, oui, ça c'est l'avenir. Et oui, le département sera présent pour financer ce type d'action, parce que c'est notre compétence, et puis parce que ça a du sens. Il faut aussi développer les bornes électriques sur la métropole. Est-ce que vous savez combien on a de bornes électriques sur la métropole? Très peu. 189, je crois. 189 bornes électriques, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et puis essayez d'acheter un véhicule électrique aujourd'hui. J'en ai fait l'expérience. On vous explique très tranquillement que la technologie va énormément évoluer dans les 3 années à venir. Donc vous achetez votre véhicule pour 3 ans. Dans 3 ans, il sera obsolète. On l'emmènera à la casse ou au recyclage, je ne sais pas. Moi, je trouve que pour la planète, le bilan carbone et le bilan global, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc, on n'est pas prêt ni avec la technologie électrique, ni avec les technologies de substitution, ni avec les transports en commun, ni avec les parkings. Donc, il y a un moment, il faut savoir se dire, non, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Et puis, se mettre par contre en ordre de marche pour que dans 2 ou 3 ans, nous le soyons. Vous pensez que ce report peut être effectif? C'est l'État qui décide. C'est une loi. C'est finalement pas les collectivités locales qui ont la main. C'est effectivement pas les collectivités locales qui ont la main. Nous avons pris cette décision, nous, de demander le report. Je pense que si l'ensemble des collectivités prenaient cette décision, peut-être qu'on pourrait quand même infléchir ou faire réfléchir le gouvernement. Il faut, sur ce sujet qui est un sujet sensible, bien évidemment, alors quand je dis ça, on me dit vous n'avez rien à faire de la santé des gens. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. La santé des gens, bien sûr, elle me préoccupe. Et quand on pense à la santé des gens, on pense aux problèmes pulmonaires, on pense au cancer du poumon. Vous pouvez regarder le cancer du poumon. Les statistiques, elles sont très claires. 80% des cancers du poumon, c'est la cigarette. 15%, c'est les maladies professionnelles. 5%, la pollution. Peut-être. Et quand je dis ça, ce n'est pas négligeable. Donc, bien évidemment, il faut s'attaquer à ces 5% de pollution. Mais je dis de manière un peu sournoise, si vraiment on veut améliorer la santé des gens à l'intérieur des ZFE, il vaut mieux interdire de fumer, parce que ce sera plus efficace que si on interdit aux gens de rentrer avec leur véhicule critère 5. Bien évidemment, pas ce que je veux faire, parce que je me mettrai à dos tous les fumeurs, mais néanmoins, c'est une réalité. L'angle santé, il faut bien sûr en tenir compte, mais il faut aussi le relativiser. Et puis, il faut aussi arrêter de manipuler les peurs pour essayer de faire passer des décisions, parce qu'on a suffisamment peur en ce moment pour ne pas en rajouter. Bon,
vous évoquez l'idée que toutes les collectivités locales fassent front pour demander ce report. Je ne pense pas que vous aurez le soutien d'Éric Piolle là-dessus, lui qui dit déjà que cette mise en application, ça ne changera pas. traîne. Oui, ça je me doute effectivement que là-dessus vous êtes rodé. C'est d'ailleurs un sujet de discorde au sein de la majorité métropolitaine, cette mise en application de la ZFE. Éric Piolle reproche à Christophe Ferrari de traîner un peu des pieds. C'est pas le seul sujet de discorde. J'imagine que vous les observez. Moi, oui, moi j'observe, si vous voulez, mais je suis un observateur lointain et je ne veux surtout pas me mêler vous êtes à quelques centaines de mètres des deux collectivités, physiquement. Mais je ne veux pas me mêler des affaires de la métropole. J'ai regardé simplement ce qui s'est passé pour nous au moment du vote sur la ZFE. Notre opposition n'a pas eu un vote unanime. Sur la question du report, certains se sont opposés à cette décision, d'autres se sont abstenus. Parce que ça pose aussi question, y compris au sein de l'opposition du département. Mais écoutez, moi je suis quand même très surpris que la gauche traditionnelle, la gauche qui s'est toujours préoccupée des gens les plus démunis, aujourd'hui ne s'en préoccupe pas plus que ça. Et nous sommes obligés, mais comme nous l'avons toujours fait, parce qu'on veut toujours penser que la droite n'est pas une droite qui se préoccupe du social, ce qui est faux, eh bien c'est nous qui sommes obligés de monter au créneau pour dire mais enfin vous allez mettre des gens dans la plus grande difficulté. Est-ce que vous y pensez? Moi je trouve un peu que c'est le monde à l'envers, mais ma foi, les choses changent. Alors je vous ai trouvé quand même un point commun avec Éric Piolle, Jean-Pierre Barbier, c'est votre volonté tous les deux de développer le vélo et les aménagements, les pistes cyclables. Lui fait ça en ville. Vous avez une stratégie sur l'ensemble du département? Oui, alors on a un point commun, mais les difficultés sont quand même un peu différentes parce que vous pouvez constater dans Grenoble que pour créer une piste cyclable, c'est assez facile. Il suffit d'avoir un pot de peinture et un pinceau. Vous tracez au sol un vélo et une flèche et vous avez une piste cyclable. Ça, c'est ce qui se passe en ville et on peut le constater régulièrement, même si cela est parfois dangereux. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe en ville. Pour nous, c'est plus compliqué. Parce qu'on est sur des routes départementales, parce que la vitesse, bien évidemment, de circulation y est plus élevée et qu'on a des contraintes de sécurité qui sont importantes. Néanmoins, et sur ce sujet, on a décidé d'investir massivement 30 millions d'euros sur les années à venir pour les pistes cyclables avec... moi, j'aime bien qu'on quantifie un peu ce qu'on fait et j'aimerais qu'à la fin de ce mandat, on puisse se dire qu'on peut traverser le département du nord au sud et de l'est à l'ouest en vélo. Et si possible en reliant des itinéraires en Savoie et dans le Rhône, parce qu'il y a un véritable enjeu touristique et économique autour de ces pistes cyclables. Et puis, on a aussi décidé de se reconcentrer sur nos compétences, comme toujours, pour les collégiens. Aujourd'hui, le transport scolaire que nous avions institué gratuit en 2015 est toujours gratuit avec la région. J'espère que ça va durer, je ne le sais pas. Et je me dis que si on arrive à sécuriser les accès au collège par des voies cyclables, eh bien pour les collégiens, c'est un vrai plus. Parce qu'ils pourraient se rendre tous les jours au collège, mais il faut absolument, là, pour le coup, que l'itinéraire soit sécurisé, que les parents puissent laisser aller leurs enfants sans crainte sur ces itinéraires cyclables. Donc c'est un véritable enjeu. Alors le département ne peut pas faire tout seul. On a fait un plan vélo. On va travailler avec les collectivités, avec les intercommunalités, avec les communes qui elles aussi développent. Voilà, on essaye de... Si oui, il faut qu'on donne un sens à tout ça. Il faut que chacun puisse intervenir dans le cadre de ses compétences, mais avec un espèce de schéma général pour connecter toutes ces pistes cyclables pour essayer que l'investissement soit le plus pertinent possible. Voilà pour un petit aperçu des pistes budgétaires et de développement par rapport à ce budget qu'on évoquait. Un mot, Jean-Pierre Barbier, on change un peu de sujet sur votre parti, les Républicains. Vous avez dit, vous êtes un homme de droite, vous étiez adhérent avant de l'UMP. Les adhérents des Républicains ont élu en décembre dernier leur nouveau président. Il s'agit d'Éric Ciotti. C'était votre choix ? Alors moi, j'ai regardé ça de très très loin. Vous n'avez pas voté ? Non. Vous n'êtes pas adhérent des LR ? Ah si, je suis adhérent des LR. Je n'ai pas voté parce que j'ai regardé ça de très loin. Et qu'au final, vous l'avez dit, je suis un homme de droite. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, la droite et la gauche, ça parle encore... j'allais dire, c'est peut-être un truc de vieux, ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, je porte des valeurs
que l'on dit être plutôt de droite, des valeurs de travail, des valeurs de famille, des valeurs aussi de solidarité, comme je l'évoquais précédemment, une droite sociale, une droite que j'ai toujours soutenue. Et aujourd'hui, si vous voulez, on est face à des partis. Ce n'est pas uniquement le parti des Républicains qui fait un peu une chasse aux militants, à un électorat. C'est-à-dire, comme on ne sait plus où est l'électorat, donc on essaye de se positionner, non plus selon nos valeurs, mais selon ce qui pourrait éventuellement plaire à nos électeurs et à nos militants. Moi, ça ne m'intéresse pas. Écoutez, moi je suis élu depuis 1995. Depuis 1995, je fais de la politique par passion, pour porter des valeurs, pour porter des messages, parce que j'y crois. Et à la limite, je les expose, et puis les gens, soit ils adhèrent pas. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on est dans autre chose. Ça m'intéresse beaucoup moins. Et puis, j'ai toujours ma carte au parti, comme on dit. J'ai toujours ma carte au parti, mais j'ai aussi une majorité qui est très large au département. Aujourd'hui, la majorité du département, ça passe par le MoDem, ça passe par la République En Marche, ça passe par les Républicains, ça passe par des centristes, ça passe par des hommes et des femmes de bonne volonté, en fait, avec qui je partage les mêmes valeurs et qui ont la même envie pour le département. Donc, moi, je l'ai dit depuis 2015, à partir du moment où j'ai une action locale forte avec un département, c'est mon souci principal. Je suis à 100% concentré sur mon département. Et voilà, et je regarde bien sûr l'actualité nationale avec intérêt. Quand on est un homme public, c'est la moindre des choses. Mais voilà, je n'ai pas souhaité prendre... D'ailleurs, j'ai reçu aucun des candidats. J'ai été sollicité, bien évidemment, pour les recevoir ou aller à leur rencontre. Ils sont venus faire campagne. Ils sont venus faire campagne. Je n'ai pas souhaité m'associer ni aux uns ni aux autres. Voilà, je suis resté, on va dire, neutre dans cette élection. Bon, on rappelle qu'Éric Ciotti n'incarne pas vraiment la droite sociale que vous évoquez. Il avait appelé notamment à voter Éric Zemmour, on se rappelle, face à Macron à la présidentielle. Et son élection a suscité d'ailleurs des départs. Vous voulez dire, vous vouliez rester aux Républicains, mais vous avez un collègue, Patrick Gendreau, qui est le président du département de l'Yonne, qui a rendu sa carte. Si vous voulez, on peut... après, on a besoin de marqueurs. Aujourd'hui... je vous le dis, j'ai toujours été à droite et j'ai toujours voté à droite. Le marqueur pour être à droite, c'est quoi? Même si les partis représentent maintenant peu de choses, il faut conserver des marqueurs. C'est-à-dire que je ne vais pas me renier à chaque président qui ne me plaira pas. Ma foi, c'est comme ça. Les militants ont fait un choix, je le respecte. Et c'est un choix très militant et très pensé et très stratégique pour le coup. Parce que quelle est la voie aujourd'hui pour les Républicains entre un macronisme qui est centre-gauche, centre-droit, entre une extrême droite qui est Zemmour, Marine Le Pen et qui gratte un peu plus encore sur le côté droit du parti. Donc le choix qui a été fait par militants, c'est un bon choix stratégique. Moi, je ne le conteste pas. Et je me dis qu'il n'y avait peut-être pas d'autre choix, mais... Comme je ne suis pas dans cette attention au national, moi je peux me permettre de m'y soustraire et de dire, écoutez, moi je me ressente sur le département, je conserve ma carte parce que je suis toujours de droite et puis nous verrons bien. Alors l'élection d'Éric Ciotti a une conséquence qui touche la région, c'est qu'elle préfigure clairement la candidature de Laurent Wauquiez pour la présidentielle. Il l'avait annoncé avant d'être élu, Éric Ciotti. Alors Laurent Wauquiez, j'imagine que vous le fréquentez plus qu'Éric Ciotti, forcément, oui, forcément, oui. Il est président de la région et que vous avez des intérêts communs. Vous étiez d'ailleurs ensemble en fin d'année à la Côte-Saint-André, on voit ces images, pour lancer le futur centre d'entraînement du GF38. Est-ce que c'est un bon candidat pour la présidentielle, Laurent Wauquiez ? Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui a l'envie et qui a cette capacité à analyser les choses très rapidement. Il fait un travail, il a fait et il continue à faire un travail remarquable à la région. On est 4 ans avant l'élection présidentielle. La plupart des candidats qui sont sortis aux élections présidentielles sont sortis 6 mois avant. Vous y croyez pas, vous Non, attendez, c'est pas que je ne crois pas à la candidature de Laurent Wauquiez. Ce que je dis simplement, c'est que quand vous êtes candidat à une élection de ce type-là, il faut voir ce qui va se passer dans les 4 années qui vont venir. 4 ans, en politique,
j'allais dire que c'est des fois, 6 mois, c'est long aussi. Donc... c'est parfois une éternité. Donc, est-ce que Laurent Wauquiez a la capacité à porter les couleurs de la droite, pour le coup une droite sociale, au niveau national en 2027, 27. En 2027, oui, je le crois. Est-ce que ce sera le seul candidat de la droite? Je n'en sais strictement rien. Donc voilà, il faut attendre. Mais oui, bien sûr que Laurent Wauquiez représente un espoir pour beaucoup de gens à droite. Bon, les LR qui devraient normalement s'associer au gouvernement pour faire passer la réforme des retraites qui a été dévoilée cette semaine. Vous avez été député, Jean-Pierre Barbadier. Si vous étiez encore à l'Assemblée nationale, vous voteriez ce projet de retraite? Si vous voulez, ça c'est un peu la question piège, hein, parce qu'on est à l'aube d'une mobilisation très importante de la part des organisations syndicales qui rejettent ce projet de réforme des retraites. Évidemment, les partis de gauche et d'extrême gauche montent aussi au créneau. Je crois que là-dessus, il faut beaucoup de pragmatisme. Quand on parle de réforme des retraites, on parle de quoi? On parle d'âge de départ à la retraite, on parle de cotisation, on parle de pénibilité au travail, on parle de carrière longue. Moi, il me semble, pour le peu que j'ai vu sur cette réforme des retraites, que le problème des carrières longues a été traité, que la pénibilité au travail a été traitée. Ensuite, compte tenu de l'allongement de la durée de vie, de dire qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 ans au lieu de 62, moi, à titre personnel, ça ne me choque pas, puisque je suis pharmacien, ce qui est une profession pas du tout, enfin, qui est quand même pénible, parce qu'il faut être debout derrière son comptoir. Pas la plus pénible. Mais ce n'est pas la plus pénible. Mais néanmoins, nous, le départ à la retraite, puisqu'on a un régime spécial, hein, donc qu'est-ce qui va devenir aussi de ces régimes spéciaux? Nous, le départ à la retraite, c'est 67 ans. Donc, moi, je ne me suis jamais posé de questions sur l'âge de mon départ à la retraite. J'ai toujours su que c'était 67 ans. Et aujourd'hui, passer de 62 à 64 ans, ça paraît insupportable pour tout un tas de personnes, de travailleurs et de travailleuses. Et moi, je me pose plutôt, si vous voulez, je me pose la question à l'inverse. Pourquoi tout ceci est devenu insupportable? Pourquoi est-ce que le fait de travailler 2 années de plus est devenu quelque chose d'insupportable? C'est peut-être ça, c'est peut-être la question qu'il faut se poser, parce que non, enfin 64 ans, moi ça me paraît pas démentiel. Après il y a la durée des cotisations. De toute façon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, la durée des cotisations, il faudra bien l'adapter. Vous savez, les retraites, c'est simple, hein, si j'ai le temps de faire une équation assez simple. Vous avez le nombre de cotisants multiplié par le nombre d'années multiplié par le montant de la cotisation. Ça doit être égal au nombre de retraités multiplié par le nombre, par le montant de la pension. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a de moins en moins de cotisants, il y a de plus en plus de retraités, sur lesquels et cette réforme des retraites prend quand même quelque chose en considération qui me paraît important, c'est de mettre tout de suite une retraite minimale à 1 200 €. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Et je trouve dommage, vous voyez, dans ce combat-là qui s'annonce, que personne arrive à objectiver les choses, et que la solidarité qu'on évoquait tout à l'heure, la solidarité de ceux qui travaillent, n'aille pas non plus vers ceux qui ne peuvent plus travailler, qui ont des retraites inférieures à 1 000 € et qui aujourd'hui sont au seuil et sont même dans la pauvreté. Donc il y a aussi cette solidarité qu'il faudrait peut-être de temps en temps évoquer. Alors la solidarité, c'est toujours bon pour les autres. Là, c'est vrai que ça va toucher beaucoup de monde, hein, et quand on dit beaucoup de monde, de ce que j'ai vu, on sera à 64 ans en 2030, hein, c'est ça. On se donne quand même 7 ans pour arriver à 64 ans. Donc, moi, j'aimerais bien, si vous voulez, qu'il y ait un peu plus de raison autour de ça et qu'on prenne vraiment l'ensemble des choses de manière un peu pondérée. Bon, on verra l'ampleur de la mobilisation pour la première manifestation. Il faut voir. Moi, j'attends avec. Oui, j'attends avec. Je regarderai avec intérêt et attention le nombre de personnes qui vont se mobiliser. Je pense que ça va être massif, bien évidemment, mais attention, quoi. Enfin, on parle de solidarité. On est sur une retraite par répartition, donc la solidarité, elle est dans l'équation que j'ai posée. Elle est aussi dans les retraites les plus faibles auxquelles il faut penser. Et pour le coup, cette réforme des retraites y pense.
Alors, ce n'était pas la seule annonce du gouvernement cette semaine, même si c'est celle qui a été la plus commentée. Lundi, le gouvernement avait dévoilé son plan d'action pour améliorer la sécurité autour de la chasse. L'accent va être mis sur le développement d'applications numériques, sur la formation. La consommation d'alcool également sera réglementée, limitée à 0,5 grammes. Alors, l'Isère compte environ 15 000 chasseurs, donc ça concerne aussi votre département. Je ne sais pas d'ailleurs si vous faites partie de ces 15 000 pratiquants. Alors, j'ai fait partie des pratiquants. J'ai été chasseur depuis 5 ou 6 ans. Je ne prends plus mon permis, plus de chien, et puis plus le temps. Et puis voilà, donc c'est quelque chose que c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant plusieurs années. Donc c'est un monde que je connais bien, hein, le monde de la chasse. C'est un monde qui fait partie de nos racines rurales. Hein. Enfin, on peut me parler de ruralité. Enfin, la ruralité, c'est aussi la chasse, la pêche. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un parti qui s'était... Il y a eu. il y a eu un parti qui avait repris ces valeurs de ruralité. Non, mais sur la chasse, on est dans un partage d'espace. La chasse, évidemment, il y a des accidents. Il y a des accidents qui sont dramatiques. Chaque année, il y en a quelques-uns et il ne faut pas le nier. Il ne faut pas non plus les surexploiter au niveau médiatique parce qu'en faisant ça, vous créez une espèce de psychose avec des gens qui se disent « mais si je vais dans les bois le dimanche et qu'il y a des chasseurs, je risque de mourir ». Chaque fois que vous prenez votre voiture, vous prenez le risque de mourir si on ramène tout ça au nombre d'accidents mortels sur la route. Donc, si vous voulez, il faut là aussi, il faudrait essayer de relativiser les choses. Mais sur les mesures qui sont prises, et d'ailleurs en Isère, j'ai vu au niveau national, hein, sur un journal télévisé national, l'application que nous avons mis en place, Launcher, qui permet de visualiser sur une application smartphone les battues, là où elles se situent et autres. On a été les pionniers. Et le département, 2019. Voilà, le département a été financeur de cette application. C'est une bonne chose. Alors bien sûr, certains critiquent en disant mais alors donc c'est à nous adapter aux chasseurs. Vous savez, il y a quelque chose qui se déroule chaque année à Roibon, c'est la fête de la nature. Au mois de septembre. Au mois de septembre, il y a des chasseurs, il y a des randonneurs, il y a des VTTistes, il y a des gens qui font du cheval. Et au final, tout le monde arrive à s'entendre. Tout le monde arrive à s'entendre en se disant que on va cohabiter, on va coexister. Il faut que les chasseurs continuent les efforts qui ont été faits, puisque depuis des années et des années, la chasse a quand même évolué. On a de moins en moins, même si c'est toujours trop, on a de moins en moins d'accidents de chasse, d'accidents mortels. L'alcoolémie, je suis complètement d'accord avec ce qui est mis en œuvre, 0,5. On aurait pu même aller plus bas. 0. On aurait même pu aller à 0. Moi, ça m'aurait pas choqué. Après tout, quand on a une arme, on ne doit pas boire. Ça me choque pas plus que ça. Mais enfin, la voiture, pareil, on est à 0,5. Hein, on s'est calé sur la voiture. Hein, on pourrait en discuter. Voilà. Les mesures qui sont prises sont plutôt bonnes. On va aller vers une amélioration encore des conditions de sécurité pour la chasse. Et voilà, donc je ne peux que m'en réjouir. Mais arrêtons c'est pareil, une espèce de lobby anti-chasse qui se met en œuvre et c'est sans arrêt. On exclut des gens là aussi qui au final ont des pratiques traditionnelles et qui ne demandent qu'à poursuivre sans bien évidemment s'approprier un espace. Les chasseurs ne souhaitent pas s'approprier un espace, ils souhaitent continuer à le partager avec tous. Dans l'actualité de la semaine, en Isère, pour le coup, il y a l'inquiétude des salariés sur l'avenir de la clinique mutualiste. Ils manifestaient lundi devant l'établissement. Au même moment, leur directeur, Bernard Ben Saïd, était placé en garde à vue, puis mis en examen pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation ? De l'inquiétude. Bien évidemment de l'inquiétude. Moi, initialement, sur le projet de reprise du groupe mutualiste, nous avions... le département supportait, entre guillemets, ou en tout cas avait donné sa faveur à l'Aqueduc, hein, qui était aussi candidat. Projet porté par l'hôpital. C'était l'Aqueduc hein, qui portait ce projet. On était plutôt favorable à ce projet, avec un local hein, qui était en capacité de reprendre le GHM.
tout ceci ne s'est pas fait. Je veux dire, c'était une transaction privée. Tout ceci ne s'est pas fait. Le GHM a fait le choix du groupe de M. Ben Saïd. Voilà. Après, moi, je suis comme vous. J'allais dire, je regarde les informations. Je n'ai aucun contact particulier avec M. Ben Saïd. Donc, voilà, j'écoute comme tout le monde et je suis inquiet. Parce que on peut se réjouir ou se dire ah bah voilà, on vous l'avait bien dit. Oui, mais maintenant on fait quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai entendu Monsieur le ministre Véran nous dire qu'il ne laisserait pas tomber le GHM. J'espère bien. Mais qu'est-ce que va faire l'ARS? Qu'est-ce que vont faire les collectivités? Nous, on sera attentifs à ça, mais dans le cadre de nos compétences. Ce n'est pas le département qui va reprendre le GHM. Malheureusement, on n'a pas la capacité ni la compétence. Mais qui va le reprendre? Moi, ma question, elle est là maintenant. C'est-à-dire que, globalement, et compte tenu de ce qui est en train de se passer, et sans préjuger de la suite, parce que pour le moment, il y a une mise en examen, voilà, il y a la présomption d'innocence qui doit jouer pour tout le monde. Moi, je suis respectueux de ça aussi, mais que va-t-il advenir de tout ça? Du personnel, bien sûr, et de l'offre de soins sur la métropole, qui est déjà quand même très compliquée. Alors, ça ne fait pas partie de vos compétences de reprendre le GHM. Par contre, la santé fait partie des missions du département. Et vous cherchez à inciter les médecins à venir s'installer sur le territoire, et notamment dans les zones qu'on appelle les déserts médicaux. Est-ce que ça marche? Est-ce que cette politique porte ses fruits? Oui, ça marche. Ça marche. Alors, ce n'est pas une compétence du département. C'est vraiment quelque chose qu'on fait de manière complètement volontaire. On investit dans cette compétence. Vous n'êtes pas obligé. Mais on n'est pas obligé. On voit aujourd'hui qu'il y a un nombre de médecins qui vont partir à la retraite important et l'offre de soins diminue. Les gens ne trouvent plus de médecins libéraux pour se faire soigner. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place des bourses pour les médecins, 56 000 € pour les internes en médecine, pour les inciter à venir s'installer pendant 3 ans sur le département de l'Isère. Ça a plutôt bien fonctionné puisqu'on a installé une centaine de médecins. C'est loin d'être négligeable. C'est insuffisant, mais c'est loin d'être négligeable. On en a encore 80 qui vont arriver. Et notre but, en fait, c'est d'aller un peu au-delà et de se dire, sur ce mandat, il faudrait qu'on arrive à installer au total 250 médecins sur le département de l'Isère. On sait que ce n'est pas suffisant, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a élargi ce système de bourse à des infirmières en pratique avancée qui vont pouvoir pratiquer un certain nombre d'actes. Alors, ce ne sont pas des médecins, mais ce sera une première réponse sur l'ensemble du territoire. Et on va aller au-delà en faisant en sorte que le département puisse salarier des médecins. Ce que nous faisons déjà dans l'administration, dans nos maisons du département. Nous avons des médecins qui s'occupent de protection maternelle infantile, qui s'occupent d'autonomie pour les personnes âgées dans le cadre de l'aide personnalisée. Et donc, on va en embaucher un peu plus. Et à ces médecins qui seront en plus de nos compétences obligatoires, on va leur demander de faire de la médecine libérale, principalement pour nos publics les plus éloignés, mais aussi peut-être, si nous pouvons, pour aller vers les personnes qui ne peuvent plus se déplacer pour aller voir le médecin et rendre visite à domicile. Alors quand je dis ça, je pondère bien sûr. Ne décrochez pas le téléphone tout de suite pour savoir quand est-ce que le médecin pourra venir vous voir à domicile. Ce ne sera pas un service ouvert pour tous, mais simplement pour vraiment les personnes qui ne pourront pas se déplacer. Donc on va salarier des médecins parce qu'il y a une demande aussi des jeunes médecins qui s'installent à être salariés. Donc ça, si vous voulez, c'est le dispositif Isère Médecin qu'on fait évoluer pour lui donner encore plus d'efficience. Puis on s'est aperçu que la santé, ce n'est pas que les médecins. Aujourd'hui, chercher un dentiste, ça devient compliqué. Donc on a aussi étendu le dispositif Isère Santé à Isère Dentiste, avec une aide inférieure, puisque les études sont de moitié par rapport aux médecins. Donc on a divisé la bourse d'études de moitié, avec pareil l'obligation d'installation pour les dentistes sur l'Isère. Ça fonctionne, c'est un dispositif qui, contrairement au dispositif Isère Médecin, démarre bien, rapidement et tout de suite. Donc ça, j'ai bon espoir qu'on arrive à attirer des dentistes, d'autant plus qu'il y a une nouvelle faculté qui va ouvrir sur Grenoble. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais enfin, la faculté qui ouvre sur Grenoble, 5 ans ou 6 ans maintenant pour former des dentistes, voilà, on a le temps de se voir venir. Donc voilà, sur ce sujet-là,
j'ai conscience de l'attente des personnes, mais le département est aussi présent. On arrive à la fin de cette émission, Jean-Pierre Barbier. Il y a un petit rituel qu'on va maintenir en 2023, c'est que l'invité précédent pose une question de son choix à l'invité du jour. Alors, c'était avant les fêtes de Noël. On recevait Sandrine Schex, vice-présidente à la région Auvergne-Rhône-Alpes, que vous connaissez bien forcément puisqu'elle est élue en Isère. On écoute sa question. Bonjour Monsieur le Président. J'aurais envie de vous poser une question relative à la lutte contre les violences faites aux femmes. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous êtes également attentif avec le département de l'Isère, puisque nous nous sommes retrouvés notamment avec la région et avec de nombreux acteurs à l'inauguration, au lancement de la Maison des Femmes à Grenoble. Il y a un sujet sur lequel j'avoue personnellement ne pas avoir trop de positions fermes, en tout cas d'avis tranchés. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette opportunité qui est présentée aujourd'hui à la fois par certaines associations et puis l'État sur les hébergements des auteurs de violences faites aux femmes, avec évidemment comme double, on va dire, objectif, à la fois peut-être de faciliter la mise en sécurité des femmes en leur permettant de rester chez elles et de ne pas être dans l'instabilité lorsqu'il y a un conjoint violent et d'être obligé de déménager avec les enfants, de se retrouver dans un lieu d'hébergement temporaire, par exemple, ou de sécurisation. Et puis à la fois cette volonté d'accompagner les auteurs pour leur faire comprendre, en attendant une sanction éventuelle de la justice, la gravité de leur comportement. Donc voilà, c'est quelque chose qui se développe, en tout cas dont on parle, et j'aurais aimé savoir ce que, en tant que président du département, et vous qui avez avec votre collectivité la compétence protection de l'enfance, ce que vous pensez de ce sujet. Merci beaucoup. Question complète de Oui, j'allais dire, il y a la question, il y a quasiment la réponse dans la question. Non, mais c'est un sujet, bien sûr, qui est essentiel, et je remercie Sandrine Schex d'avoir posé cette question, qui est une question majeure. Pour moi, les violences faites aux femmes, je crois qu'on doit aller vraiment vers la tolérance zéro, avec l'ouverture de la parole au maximum, parce que tout ceci, en 2023, est inacceptable. Ceux qui pratiquent ça doivent être sanctionnés lourdement. Les femmes doivent s'exprimer, et on doit être vraiment sur la tolérance zéro. Moi, je suis parfois un peu surpris de voir ce qui se passe au niveau national, où quand même le seuil de tolérance s'adapte en fonction des idées des uns ou des autres. Moi, ça me choque profondément. Vous évoquez le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale cette semaine, voilà, par exemple. tout simplement. Écoutez, il a été condamné pour... on peut quand même se poser des questions, sincèrement. Quelqu'un qui est condamné, donc là, il n'y a plus question du doute, qui est condamné pour violence à l'encontre de sa femme, qui retrouve son siège de député, moi, sincèrement, ça me choque. À un moment, il faut aussi qu'on soit cohérent et qu'on soit d'accord sur les messages qu'on envoie. Un élu qui est condamné pour parfois une peccadille se prend des peines d'inéligibilité. Et là, violence faite aux femmes, au final, il conserve son mandat et il retourne à l'Assemblée nationale. Bon, c'est pas le sujet. Voilà, sur une structure qui serait pour héberger les auteurs de violences. Voilà, donc j'y viens. Mais écoutez, je pense que quand on s'exprime sur ce sujet, il faut aussi être complet et dire ce qui est intolérable. Et ça, c'est intolérable. Maintenant, il y a différents outils à mettre en œuvre pour protéger les victimes, puisque les femmes, parce que la plupart du temps, ce sont des femmes, les femmes sont des victimes. Donc comment est-ce qu'on protège au mieux les victimes et comment est-ce que l'on condamne au mieux les auteurs ? La solution de retirer l'auteur des violences pour le mettre dans un lieu particulier peut apparaître comme une bonne idée. Et j'allais dire, comme Mme Schex, moi, je n'ai pas d'idée tranchée. Simplement, j'ai quelques interrogations. Lesquelles ? La première, c'est une bonne chose, parce que la femme qui est victime reste chez elle avec ses enfants. C'est pas elle. Pas elle de partir. C'est pas elle de partir, c'est pas elle de déménager. Donc, sur le fondement des choses, c'est plutôt bien. Par contre, la femme qui reste chez elle, elle est isolée, dans le même logement, où le mari ou le conjoint violent peut revenir, parce qu'il sait qu'elle est seule. Il sait où elle est. Et il sait qu'elle n'aura pas plus de... Il peut avoir les clés.
Donc ça, c'est quand même le premier point. Ensuite, de mettre des hommes violents ensemble, sur un même lieu. Est-ce que c'est forcément une bonne idée? Ou chacun, en s'exprimant sur leur sujet, pourrait peut-être avoir plutôt une oreille attentive de l'autre, plutôt que quelqu'un qui va leur dire « bah non, ce que vous avez fait, c'est plutôt pas bien ». Donc sincèrement, c'est pas si simple que ça. Je crois que c'est un outil. On a effectivement participé à un certain nombre d'actions sur le sujet. Il y a des députés qui sont investis aussi sur cette forme d'exclusion, ou enfin de retrait de la personne violente auprès des femmes. Il faut expérimenter, il faut voir. Sincèrement, je n'ai pas d'idée tranchée sur la question, mais nous sommes aussi très attentifs à ça parce qu'on sait pertinemment que les violences faites aux femmes, les violences conjugales, ont des répercussions dans le cadre de la protection de l'enfance, qui là, pour le coup, est une compétence pleine et entière du département. On a juste, je le rappelle, 7000 enfants suivis sur l'ensemble du département de l'Isère. C'est assez énorme. Et à la suite du Covid, on a vu une augmentation des violences intraconjugales. Donc c'est un vrai sujet. Mais sur l'hébergement, je crois qu'il faut se méfier aussi des idées qui paraissent excellentes et trop bonnes. Et dans ce sujet, il faut être vigilant et prudent. Eh bien voilà, merci en tout cas pour cette réponse à Sandrine Chaix. La semaine prochaine, c'est un député qui sera à votre place, le seul et premier peut-être député du Rassemblement national en Isère. Il s'agit d'Alexis Joly, qui a été élu au mois de juin dernier. Même exercice, je vous demande de lui poser une question. Vous le regardez derrière la caméra et il vous répondra la semaine prochaine. Bonjour Alexis Joly. Écoutez, je vais vous poser une question peut-être en dehors de vos sujets de prédilection que je connais. J'aimerais savoir quel est le dernier livre que vous avez lu et quelle est votre position sur la culture d'une manière générale. Je vous remercie. Eh ben voilà, merci aussi Jean-Pierre Barbier d'avoir participé à cette première émission de l'année 2023, là je ne me trompe pas sur les dates du QG oui. Politique. Une émission rediffusée le vendredi à 21h15, le samedi à 13h et le dimanche à 19h, à voir en replay également sur telegrenable.net. Bon courage pour cette année et puis merci. Ce marathon des vœux qui n'en est qu'à son début. Ça va bien se passer.